L'idée, c'est de vous présenter principalement nos travaux autour des séries temporelles et de l'intelligence artificielle sur ces séries temporelles. Travaux qu'on a initiés l'an dernier, qui sont passés en prod en décembre 2015. Donc on commence à avoir un peu de recul pour pouvoir vous donner des feedbacks. Il s'est posé un premier problème quand on m'a proposé de faire cette présentation, c'est trouver un plan. Le titre de la conférence, c'est Intelligence artificielle, technologie, algorithme. Qu'est-ce qui marche vraiment? Je me suis creusé la tête un peu et je me suis dit, je vais faire une première partie qui va s'appeler Intelligence artificielle sur les séries temporelles. C'est bien, des généralités. Ensuite, j'ai parlé des technologies qu'on a mis en œuvre sur le produit qui s'appelle Astrologue, puis les algorithmes. Et enfin, qu'est-ce qui marche vraiment? Je vais insister sur le vraiment, c'est-à-dire qu'est-ce qui marche en production, comment une entreprise comme Orange arrive à utiliser l'intelligence artificielle pour adresser des use cases. Et c'est super important pour nous. L'intelligence artificielle sur les séries temporelles. Je vais rester un peu macro, là c'est un peu mon introduction. Qu'est-ce qu'on entend par série temporelle? C'est un indicateur qui varie en fonction du temps. L'unité de cet indicateur, on s'en fout un peu, je pourrais compter des patates, des choux-fleurs. Bon, ça ne sera pas trop ça notre job, mais l'unité, on s'en fout. C'est juste un numérique qui évolue en fonction du temps. Sur ce numérique, enfin sur cette valeur qui fluctue dans le temps, on va dérouler un processus d'apprentissage qui va permettre de générer un modèle. Ce modèle, une fois qu'on l'aura appliqué à des données plus récentes sur cette courbe-là, ça va nous permettre de prédire ce que sera la tendance normale de la courbe, modulo une certaine marge d'erreur. C'est pour ça que je vais souvent vous parler d'enveloppe de normalité. Donc ma prédiction, modulo la marge d'erreur. Les use cases adressés par ce système d'intelligence artificielle sur les séries temporelles qu'on appelle Astrologue permet d'adresser deux use cases. Grâce à la modélisation des séries temporelles, on va pouvoir d'une part prédire l'évolution normale de la courbe dans le temps et surtout prédire son avenir. Le use case dérivé qui arrive directement derrière, c'est prédire à très court terme et comparer ces prédictions avec l'évolution de la métrique. Et du coup, ça va nous permettre de détecter les anomalies potentielles sur ces courbes-là. Alors, c'est la super transition, les technologies. Chez Orange, on fait du Spark. C'est pas tout à fait vrai. On en fait en dev, en recette. On passe en prod prochainement. C'est clairement super intéressant. Mais à l'heure actuelle, on a des batchs Java qui font le job en 5 minutes. Et quand on parle de détection d'anomalies, c'est super dur finalement de trouver un ROI, une plus-value, entre détecter les anomalies toutes les 5 minutes et détecter les anomalies à quelques secondes. Finalement, ça va dépendre du niveau d'adoption du machine learning, j'y reviens dessus après. Donc à l'heure actuelle, on fait principalement du Hadoop, donc du Java 7.8, intégré en tant qu'application Yarn. Ce cluster de calcul Hadoop, il va prendre ces données dans une solution de stockage type Cassandra. Enfin, c'est même pas de type Cassandra, c'est du Cassandra. Cassandra 2.1 pour les Tecos. Et tout ça, c'est branché et c'est exposé au sein du SI Orange via une couche de service qui va être basée sur du Tomcat avec également des technologies, on va dire, autour de la visualisation, type HTML, JavaScript. Petit laïus sur le JavaScript. La grosse librairie graphique à la mode, c'est D3.js. D3.js, c'est pourri dès que vous avez plein de points. En fait, en termes de performance, c'est super mauvais dès qu'on a des objets qui sont dès qu'on a un nombre d'objets supérieur à 3 à 5 000, et ça va énormément dépendre du poste client. Donc on a abandonné, on est parti sur du digraph.js, qui était le meilleur compromis entre finalement rendu visuel, facilité de prise en main, souplesse dans l'utilisation de la librairie, et également les licences, parce qu'on a trouvé des super librairies type iChart, mais le problème c'est que les licences elles fluctuent et bon, c'est pas génial pour nous, quoi. La visualisation, j'ai voulu faire un petit laïus dessus parce que c'est super important. À partir du moment où vous voulez impliquer vos clients dans l'adoption du produit, il va falloir représenter les données et représenter le métier de votre application. Et c'est quelque chose que historiquement on faisait plutôt mal dans mon équipe. Et depuis qu'on s'est vraiment investi dans la visualisation, on voit beaucoup plus de retours de nos clients. Les clients sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus force de proposition.
En termes de méthodologie de projet, on est sur des méthodes itératives, de l'agile, et du coup, c'est super important d'avoir des product owners qui sont impliqués, qui vont nous faire des retours, qui vont nous permettre de nous améliorer. Donc concrètement, sur le produit Astrologue, on va avoir la métrique en blanc, et sur laquelle on va superposer finalement la normalité qui a été calculée par le modèle, et ce qui va nous permettre de visualiser soit les anomalies, soit de pouvoir prédire dans le temps en conservant uniquement la prédiction. Je vais peut-être aller rapidement là-dessus. L'idée principale à retenir, c'est que ce système est fait pour s'intégrer dans un écosystème d'API. API au sens web service, donc API web. Donc que ça soit en entrée, en push ou en pull, que ça soit pour le pilotage d'administration et que ça soit également pour la consommation. Soit le client va pouvoir récupérer ses points, récupérer les prédictions, récupérer les anomalies, soit Astrologue va être capable de faire bien un système de callback, pouvoir réagir à des anomalies et finalement notifier ces anomalies en contactant des API tierces, qui sont généralement côté client. Il faut bien voir qu'Astrologue, c'est un outil mathématique qui n'est pas adapté à un fonctionnel. Du coup, c'est charge au client finalement de réaliser les opérations métiers nécessaires à répondre à son use case. Nous, tout ce qu'on va faire, c'est pointer du doigt des anomalies. Les algorithmes. Alors là, on parle de prod. Il y a plein de petites astuces et j'ai pas le droit de vous les dire. Par contre, il y a quand même des grands principes qui sont super intéressants. Le premier principe qui est intéressant avec les méthodes itératives, c'est qu'en machine learning, on peut mettre en concurrence, mettre en parallèle plusieurs algorithmes. Et du coup, quand vous êtes dans des méthodologies agiles, enfin des méthodologies itératives, vous allez pouvoir petit à petit, au fur et à mesure du développement de votre produit, rajouter des experts, rajouter des algorithmes qui apprennent et qui modélisent votre courbe. Et du coup, au fur et à mesure, vous allez commencer avec des algorithmes super simples et qui sont pourtant super performants quand vous avez peu de données pour apprendre, quand vous avez des données extrêmement biaisées. Souvent, les approches les plus naïves, les plus simplistes, finalement, même si elles ont une grande marge d'erreur, elles peuvent rendre quand même service. On nous a demandé plusieurs fois, prédis-nous la normalité d'une courbe alors qu'il y avait 3 jours d'historique. Et bien sincèrement, les algorithmes les plus complexes, ce sont les plus mauvais, ils ont besoin de données pour apprendre. Et les approches les plus simplistes ont rendu les meilleurs services dans ces cas-là. Donc c'est intéressant comme ça d'avoir plusieurs experts mis en concurrence parce qu'au fur et à mesure que votre historique sur votre métrique va augmenter, vous allez voir que les experts les plus prépondérants dans votre approche, ça va changer petit à petit. Donc concrètement, on prend un échantillon d'apprentissage qu'on va préparer. C'est-à-dire qu'on part du principe que l'échantillon d'apprentissage est biaisé, on va le filtrer, on va enlever des extrêmes, on va faire 2-3 tests statistiques dessus pour l'épurer. Et on va mettre en concurrence différents algorithmes experts, du fait maison, des algorithmes qu'on trouve un peu partout en open source. Ces algorithmes experts vont permettre de créer des modèles, et ces modèles vont être mis en concurrence et évalués via une deuxième partie, via l'utilisation d'une deuxième partie de l'échantillon d'apprentissage, ce qui va nous permettre de calculer des scores. Ces scores nous ont servi au tout début à choisir notre champion. C'était un peu Highlander, le meilleur gagne. C'était pas mal déjà. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on les met en mode collaboratif. Plutôt que choisir le meilleur, on va plutôt tous les agréger, tous les combiner en fonction du score de chacun. Donc les plus mauvais auront un score de 0. Donc un poids de 0, ils ne seront pas utilisés en fait, ils seront filtrés naturellement. Mais on se rend compte qu'on en a toujours 2-3 qui sont vraiment utilisés et qui ont un poids significatif. C'est ce super modèle qui finalement est utilisé à la fin et qui va nous permettre d'adresser nos use cases. Sur les séries temporelles, on utilise des modèles statistiques qui ont une particularité par rapport à tout ce qu'on vous a présenté jusqu'à maintenant. C'est que la plupart des algorithmes du machine learning considèrent que chaque individu de l'échantillon d'apprentissage est indépendant des autres individus de cet échantillon d'apprentissage. Vous aviez une image, elle est indépendante des autres images, si ce n'est la signification qu'il y a derrière. Quand on parle de série temporelle, vous vous doutez que ma métrique à un instant T, elle aura quand même une certaine corrélation à ma métrique à l'instant T plus 10 secondes. Elle aura peut-être potentiellement une certaine corrélation avec la métrique qu'il y avait à t moins n minutes, heures, parce que j'ai une périodicité, j'ai une saisonnalité qui s'instaure. Et donc du coup, via la gestion des spécificités des séries temporelles, on est vite arrivé à la conclusion qu'il fallait gérer les jours fériés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on en a déployé en production en décembre.
Si vous devez faire un système intelligent sur des séries temporelles, ne déployez pas en décembre. Rien ne ressemble à décembre. Alors concrètement, bon, décembre, on s'est gaufré, soyons clairs. Par contre, on a vu arriver mai, on s'est dit, mais faut pas qu'on rate le coche. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé des modèles spécifiques. Quand on était sur notre échantillon d'apprentissage, en fait, on scinde notre échantillon d'apprentissage en jours normaux, jours fériés, on va dire. Alors ça, c'est génial, ça marche super bien, sauf qu'en mai, on avait des dimanches fériés. Est-ce qu'un dimanche férié est normal? Est-ce que c'est un jour férié? La réponse, c'est ni l'un ni l'autre. Donc on est en train de travailler là-dessus, et en fait, les jours seront plus ou moins fériés, et ça tombe super bien. Rigolez, parlons juste des vacances. Finalement, les vacances, on est rarement tous en vacances en même temps en France. Il y a des zones A, des zones B, des zones C. Donc souvent, votre poids en termes de, je ne sais pas si on peut dire fériétude d'un jour, ça sera 1/3, 2/3, mais rarement 1. Et c'est toute une mécanique qui est intéressante. Et bon, du coup, ça me permet de dire quand même des choses que je trouve pertinentes sans en même temps trahir des secrets de production. Et bref, méfiez-vous des jours fériés si vous faites des séries temporelles. Qu'est-ce qui marche vraiment? Le vraiment, c'est ce qui est super intéressant. C'est la prod, j'en parlais tout à l'heure. Spark, c'est génial, ça va nous permettre de détecter des anomalies en moins de quelques secondes. Le gros problème, c'est qu'à l'heure actuelle, nos métiers n'ont pas vraiment adopté le machine learning au maximum du niveau d'adoption qu'on pourrait espérer. C'est-à-dire qu'on a constaté à peu près 3 niveaux d'adoption. Un, on a les métiers qui nous demandent du reporting régulier, à l'heure, à la journée. Le deuxième niveau d'adoption, c'est de l'alerting, on va dire, alors j'ai mis temps réel, on va dire temps rapide. C'est-à-dire que le plus rapide, c'est le mieux, mais concrètement, comme eux derrière, ce qu'ils attendent de notre part, c'est envoyer un mail ou faire bouger le voyant d'une alerte sur un dashboard qui consulte toutes les 10 minutes, bah finalement, entre un batch Java qui met 5 minutes à s'exécuter et un job Spark qui met 5 secondes à s'exécuter, il n'y a pas de plus-value métier, quoi. On n'a pas de ROI. C'est aussi pour ça qu'on tarde à migrer sous Spark. Et le troisième niveau d'adoption, on commence à arriver dessus, c'est déclencher automatiquement des contre-mesures. On repère une anomalie, on va agir sur cette anomalie et on va vérifier que la courbe qu'on monitore rentre dans la normale. Historiquement, le besoin, c'était fournir de l'assistance à nos opérationnels, à l'équipe de supervision IT. Ils sont confrontés à des milliers, pas loin de millions de graphes de la sorte. Ils envoient toute une palanquée et leur job au quotidien, c'est j'ai un graphe sous les yeux, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est anormal. On voit que sur cette courbe-là, par exemple, il y a des creux. Il y a également des journées qui ont l'air un peu tronquées. C'est une courbe assez classique en fait. Tout ce qui est lié à l'audience web, par exemple, vous allez recevoir des courbes un peu comme ça. Le job d'astrologue, c'est ça en fait. C'est convertir cette courbe et mettre en avant les anomalies. Donc par exemple, là sur cette courbe-là, effectivement, on repère que les creux sont des anomalies. À l'œil humain, on le voyait. Par contre, les deux formes tronquées de la fin, en fait, c'est juste un week-end. Et le week-end se comporte différemment des autres jours. La cybersécurité, ça c'est notre super client et j'ai pas le droit de vous en parler. Par contre, il y a 2 points intéressants. D'une part, on fait des choses dessus, je vous le promets. Et d'autre part, c'est le métier qui finalement est le plus familier chez nous avec le machine learning, les systèmes intelligents. Il y a déjà énormément de boîtes qui, depuis pas mal de temps, font vraiment du machine learning sur les alertes sécurité. C'est souvent des produits avec des gros coûts de licence, mais c'est des équipes qui ont déjà été approchées par des commerciaux et ils savent comment utiliser, comment exploiter tout ça. Cas concret, je repère une anomalie sur une IP, je vais bloquer cette IP. Si évidemment cette IP fait des trucs avec des données sensibles potentiellement. Et c'est super important pour nous parce que c'est eux qui vont guider nos use cases un peu temps réel. L'autre use case qui est super intéressant, c'est tout ce qui est KPI business, KPI marketing. Au final, on aurait peut-être dû commencer par ça parce que ce sont des métriques qui sont super lisses, pas de souci, je conclue après.
Ce sont des métriques qui sont super lisses et donc qui sont super simples. On voit bien qu'il y a très peu de bruit, parce que tout simplement, c'est une agrégation sur une plage de temps, sur 5, 10, 30 minutes, et là, c'est vraiment si vous avez du marketing réactif, sinon la plupart du temps, c'est à l'heure, à la période de 6 heures, voire même à la journée. Du coup, vous vous retrouvez avec des courbes extrêmement lisses, et c'est beaucoup plus facile pour apprendre dessus. Finalement, vous avez éliminé une grande part du bruit. L'autre use case qu'on a identifié grâce au marketing, c'est l'estimation d'impact. C'est tout simple, on fait un calcul d'air entre la prédiction et la métrique observée, et on voit le cumul des impacts qui se sont passés dans le temps. Là, par exemple, on parle d'impression publicitaire sur une page. Je ne sais plus à quelle date, on a un problème de compatibilité avec i11. Bon, ben, je fais l'air entre mes deux courbes et je me rends compte qu'on a perdu plus d'1 million d'impressions en 2 jours. Du coup, quand vous parlez business, vous parlez chiffre d'affaires, et ça va être les premiers à vous demander de faire de la détection quasi temps réel. Parce que là, sur les 45 heures qui ont été nécessaires pour détecter et identifier manuellement la cause, ben on se rend compte que sans faire d'effort au niveau du flux de gestion des données, on aurait réduit ce temps à 1h15 si on l'avait branché à Astrologue. Sachant que sur l'heure et quart, il y a 1 heure qui est nécessaire à notre partenaire pour consolider la donnée et nous l'envoyer. Donc on a des gros axes d'amélioration de ce temps de détection. L'activité de production, c'est un peu ce que je vous disais tout au long de cette présentation, c'est qu'on est parti historiquement sur de l'assistance IT à la supervision, et finalement c'est la sécurité qui a adopté le plus rapidement le produit. À l'heure actuelle, Astrologue, c'est plus de 200 courbes analysées sur les environnements de prod caché. Le bilan du premier semestre, en guise de conclusion. Sur ce premier semestre, on a détecté un incident sur un firewall, génial. On a détecté 2 matchs de l'Euro 2016. C'est tout bête, mais le postulat de départ, c'est se dire que notre métrique, elle est corrélée avec uniquement le temps. Et bien en fait, c'est pas tout le temps vrai. Il y a des événements, il y a du contexte qui fait qu'il faut, si vous voulez, une détection, des algorithmes pertinents, il faut remettre ces alertes sur les séries temporelles dans le contexte. Et du coup, bah, par exemple, on avait des courbes qui étaient corrélées avec la consommation, enfin le zapping télé concrètement. Et bien, pendant les matchs de foot, personne ne zappe. Par contre, à la mi-temps, bam, c'est l'euphorie. Donc voilà, 2 matchs de l'équipe de France. Alors parce qu'en fait, la courbe est passée, je crois, en prod le 20 juin ou quelque chose comme ça. Bon, on l'a vu passer. Hein. Un bug sur une appli mobile. Là, on a galéré parce que les développeurs n'étaient pas bien fiers de nous annoncer qu'ils avaient un bug. Donc ça a été un peu caché un moment, puis on a fait du remue-ménage en se disant non, vraiment, c'est une anomalie. Enfin bon. Une cyberattaque, une vraie de vraie, ça c'est génial. Enfin c'est génial quand on la détecte. 15 anomalies IT, 12 mineurs, 3 majeurs, 2 ovnis. On est tous d'accord pour dire qu'il y a une anomalie, sauf que on ne sait pas d'où ça vient. Et ça c'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'à partir du moment... Enfin c'est un vrai problème. C'est un vrai problème en termes de process. À partir du moment où vous commencez à faire des systèmes intelligents sur votre donnée, sur votre activité de production, vous allez découvrir ce qui se passe sur votre production. Que ça soit bien, que ça soit mal. Du coup, il va falloir réapprendre un peu sur votre activité de production, vous-même humainement, qu'est-ce qui se passe avec vos données. Et dernières anomalies détectées, des cyberattaques de type Red Team en fait. La sécurité chez nous, ils sont taquins. Ils nous ont dit, bon, vous faites des trucs, c'est génial. Du coup, ils se sont auto-attaqués. Et on les a détectés, donc c'est chouette. Enfin, oui, dans ce cas-là, c'est chouette, on peut le dire.